Le 26 août 2021, vous vous rappelez sûrement, à 17h50 heure locale, en Afghanistan, il y a eu un attentat, une explosion qui a coûté la vie à près de 170 Afghans et 13 militaires américains. Près de 150 personnes ont également été blessées. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est qu'un sergent du corps des Marines, un sniper, le sergent Tyler Vargas Andrew, 25 ans, est venu témoigner le 8 mars dernier devant le Congrès américain, devant la Chambre des représentants, le House Foreign Affairs Committee. Ce qu'il a dit est extrêmement intéressant. Il nous explique un petit peu la situation en amont, le renseignement qu'ils avaient sur le terrain par rapport à la probabilité d'une attaque terroriste. Ils avaient même le visage, une photo du terroriste présumé, comment ils ont réussi à l'identifier, comment ils ont rendu compte à leur chaîne de commandement, comment ils ont fait même venir leur supérieur, un lieutenant-colonel, pour qu'ils puissent constater qu'ils avaient trouvé le terroriste présumé, et comment ce lieutenant-colonel, alors que les snipers avaient le terroriste potentiel dans leur scope, leur a dit « I don't know », ils ne savaient pas s'ils pouvaient l'engager ou non. C'est très intéressant d'un point de vue leadership, mais également d'un point de vue followership. Et c'est pour ça que je vous propose dans cette vidéo qu'on revienne sur les événements qui sont déroulés ce 26 août, il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Et du 6 au 9 mai prochain, dans le sud-ouest, à Osgore, nous vous invitons à nous rejoindre pour un séminaire qui va vous permettre de travailler autour de 3 points, Mind, Body, Emotion. Je vous rassure, c'est en français. C'est peut dans certains cas être pris en charge pour votre entreprise. N'hésitez pas à contacter Laurence @mac3.org. Allez, à très vite et fly safe. L'aéroport international de Kaboul, rebaptisé en 2014 Hamid Karzai, du nom du président afghan qui a quitté en 2014, est situé à peu près 5 km du centre de Kaboul. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en altitude. Il a été construit en 1960, il est à 5877 pieds, ça vous fait à peu près 1800 mètres d'altitude, une seule piste, une 11-29, et vous avez 3511 mètres de bande. Il y a de la montagne à côté, et c'est surtout un terrain qui a connu pas mal d'accidents et surtout pas mal d'attentats terroristes. Si on regarde par exemple le 21 septembre 1984, un DC-10 était touché par des balles. Ensuite, un Antonov 30 militaire, en mars 1985, lui a été touché par un missile. En 1990, ce coup-ci, c'est un IL-76 d'Aeroflot qui est touché par un missile à 22 500 pieds, qui perd 2 réacteurs et qui arrive quand même à se poser en urgence. En 92, c'est un Tupolev 154 qui se prend un missile lors de la phase d'atterrissage, son nez est touché, quasiment détruit. Et il y en a d'autres. En 87, par exemple, un Antonov 26 qui a été touché par un missile. L'équipage est contraint d'abandonner, il saute en parachute, il quitte leur aéronef, le commandant de bord saute trop tard et son parachute n'a pas le temps de s'ouvrir. En 86, pareil, un Antonov 26 touché par un missile, il y avait de l'armement à bord, tout explose, 7 personnes décédées. En 88, encore une fois, l'Antonov 26 touché par des balles. Et en 92, encore un autre Ilyushin. Bref, vous l'aurez compris, pendant toute cette période, alors oui, il y avait la guerre en Afghanistan, mais il y avait énormément de tirs sur les aéronefs qui rentraient et partaient de cet aéroport. C'était vrai en vol, mais également au sol. Avec en 1984 une attaque à la bombe sur des avions d'Aeroflot alors qu'ils étaient en train d'embarquer leurs passagers, qui fait quand même 28 morts et 350 blessés avec une seule bombe. En 2009, on a une attaque suicide à l'entrée de la base. En 2014, vous avez 2 roquettes qui sont tirées, 4 hélicoptères qui sont mis hors service, dont celui du président, qui plus tard donnera son nom à l'aéroport. En 2015, 3 Américains, des contracteurs et leurs guides afghans qui sont abattus devant l'aéroport encore une fois. Et 2021, nous allons en parler. Alors pour comprendre ce qui s'est passé le 26 août 2021, il faut revenir un petit peu en arrière avec la volonté des Américains de se retirer d'Afghanistan, retrait d'Afghanistan qui a valu une attaque, une offensive des talibans à partir de début mai 2021. Cette offensive s'est passée beaucoup plus vite que prévu, là où les Américains pensaient que les soldats afghans réussiraient à se structurer et à se battre face aux talibans, ça s'est effondré de manière extrêmement rapide. Et les Américains, ainsi que la plupart des autres nations au monde, ont donc décidé d'évacuer leurs ressortissants
entre le 15 et le 31 août 2021. C'est un véritable pont aérien qui s'est mis en place. 122 000 personnes ont été sorties du pays à ce moment-là, dont 82 000 par les Américains. Différents types d'avions. Un C-17, une photo a fait le tour du monde avec 823 passagers à bord, mais les Afghans, les militaires afghans ont également pris certains de leurs avions. Il y a 22 avions afghans qui sont partis vers l'Ouzbékistan, tout comme 24 hélicoptères, un total de 585 militaires afghans qui sont partis comme ça avec leur aéronef, et même un Tucano qui est parti mais qui s'est écrasé en arrivant en Ouzbékistan. De son côté, la France n'était pas en reste, avec l'armée de l'air et de l'espace, ainsi que l'armée de terre, qui sont énormément mobilisés pour l'opération Apagan du 15 au 27 août. Heureusement, les Français étaient partis avant la date de l'attentat, et c'est 2834 personnes qui ont pu être sorties du pays, 142 Français, 62 Européens et 2630 Afghans, dont d'après mes sources, 47% de femmes. Alors cette opération elle a été montée en deux phases, si on peut dire. La première phase, la phase un petit peu tactique, il s'agissait d'envoyer depuis la base d'Al Dhafra aux Émirats Arabes Unis, où la France a une base aérienne, des avions de transport tactique, l'A400M, qui d'ailleurs a tiré des leurs des fois lors des phases d'approche pour éviter de se faire tirer dessus par des missiles infrarouges, du C-130J Super Hercule et du C-130H. Une fois que ces avions étaient posés, les personnes sécurisées montaient à bord, ils faisaient retourner à Al Dhafra où les gens étaient transférés vers des Airbus A310 et des Airbus A330 à destination de Paris. Vous avez le CPA-10, vous avez le 5e régiment de cuirassés, vous avez le régiment d'infanterie de soutien parachutiste également, vous avez même le RAID qui a participé. Une multitude d'unités différentes qui ont réussi à s'aligner parfaitement face à l'état final recherché, extraire les Français et le maximum des ressortissants, des personnes qui avaient travaillé avec nous dans le pays. D'un point de vue unité, forcément, c'est l'escadron de transport, le 361 Poitou, le 131 Bretagne et bien sûr l'Estérel avec les avions blancs comme on les appelle, je vous parlais du 310 et du 330. Maintenant, la situation au sol, elle était loin d'être idéale. Et c'est ce qui ressort du témoignage du sergent Tyler, c'est vraiment que la situation au sol était absolument chaotique et que les Marines qui ont été envoyés pour sécuriser la partie américaine du terrain, eh bien, ils sont fait face à des dizaines de milliers de personnes, à des marées humaines qui essayaient de s'enfuir, qui essayaient de partir, de quitter le pays avant que les talibans arrivent. Et ils ont vu des choses absolument horribles. Il y a d'ailleurs des statistiques qui montrent que les appels à tout ce qui est ligue de soutien pour stress post-traumatique des militaires ont quasi doublé après ces opérations-là. Il y avait mouvement de population, il y a eu des talibans qui ont exécuté des civils juste devant les Américains, environ 150 mètres. On vous met le lien de son témoignage juste en dessous. Mais nous, le point vraiment sur lequel on veut se focaliser aujourd'hui, c'est le côté leadership et followership sur les événements qui ont amené à cet attentat terroriste revendiqué par l'État islamique. L'unité des Marines à laquelle appartient le sergent est arrivée dans le pays entre le 15 et le 16 août, donc une quinzaine de jours avant l'attentat. À partir de là, ils se retrouvent face à du maintien de l'ordre, ils doivent réussir à maintenir les personnels en dehors de la base et filtrer les personnes qui ont des bons passeports, qui ont des passeports américains. Lui, avec son unité de sniper, il est dans une tour un petit peu en hauteur. Le 22 août, ils entendent une explosion et il y a une sorte de test d'engin explosif improvisé qui explose loin de la base, apparemment sans faire de victimes. Le 23, ils reçoivent des informations des services de renseignement comme quoi il y aurait deux véhicules, ils ont la description des véhicules qui seraient susceptibles d'être utilisés pour faire un attentat. Ils n'arrivent pas à localiser ces véhicules et ne seront pas attaqués par ces véhicules. Quelques jours plus tard, à 2 h du matin, le 26 août, ils reçoivent de l'information comme quoi il y aurait un commando suicide en préparation avec une personne identifiée. On arrive à savoir précisément comment elle est habillée, à quoi elle ressemble et qui l'accompagne. Ils ont donc une description très précise qui leur est communiquée le 26 à 2 h du matin. Entre midi et 13 h le même jour, alors qu'il est dans sa tour d'observation avec son équipier, le sergent arrive à détecter et identifier le suspect, même si ce dernier essaye de se cacher au maximum. Il repère initialement quelqu'un qui a un comportement assez suspect, qui regarde beaucoup les Américains. Il arrive à l'identifier formellement. Une fois qu'il l'identifie, ils prennent la radio et ils demandent l'autorisation d'engager. À ce moment-là, they requested to engage. Ils ont demandé l'autorisation d'ouvrir le feu. On leur dit « do not engage ». Et je vais plus loin, ce qu'ils disent exactement, c'est « The response, leadership did not have the engagement authority for us, do not engage ». C'est-à-dire que le leadership, la chaîne de commandement, n'a pas l'autorité d'engagement pour nous.
Donc là, vous avez des personnes qui identifient des terroristes potentiels, qui rendent compte à la chaîne hiérarchique. La chaîne hiérarchique leur dit, ce n'est pas nous qui détenons l'autorisation d'engager. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer plus en avant dans les règles d'engagement américaines en Irak et en Afghanistan. Elles ont été variables en fonction du temps. De manière générale, voilà, on ne va pas tirer sur des gens sans raison. On est absolument d'accord là-dessus. Maintenant, vous allez voir, ça va un peu plus loin. Ce qui est très intéressant, c'est on n'engage pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là, eh bien, vous allez voir, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il identifie. Eux, ils gardent le visuel dessus et ils rendent compte à leur chaîne de commandement et ils demandent à ce que des personnes du PSYOPS, donc de tout ce qui est la guerre un petit peu psychologique et les experts dans ce type de combat viennent. Ils viennent et ils identifient formellement, oui, c'est bien cette personne que l'Intel nous a fait remonter, c'est bien lui qui risque de faire l'attentat. À partir de là, ils demandent au lieutenant-colonel, leur chef, de venir, que je ne citerai pas, mais il cite son nom. Je crois qu'il est toujours d'active. Donc le lieutenant-colonel vient, et là les sergents lui posent une question très simple. Can we shoot? Est-ce qu'on peut l'abattre? Et le colonel leur répond, I don't know. Our battalion commander said, and I quote, I don't know, end quote. Et c'est vraiment ce I don't know qu'on va étudier parce que vous allez voir, c'est très très important. I don't know. Et là le sergent s'énerve et dit, well, who does? Donc du coup, qui sait? Because this is your responsibility, sir. Parce que c'est votre responsabilité, monsieur. Donc, à partir de là, le sergent, il a fait son travail. Il a réussi à identifier la cible qui est remontée d'après les informations. Son état final recherché, c'est la protection de la gate, la protection des ressortissants américains, si possible la protection des civils également. Et il identifie un tueur probable, un terroriste probable, et là, il rend compte et on lui dit « je ne sais pas si tu peux engager ». Donc le lieutenant-colonel qui est responsable de tout ça, depuis 2 heures du matin, il sait qu'il y a un terroriste potentiel qui va venir se faire sauter devant sa porte. Il n'a pas réfléchi à quelle action prendre et quel ordre donner à ses équipes si cette personne est identifiée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À partir de là, le lieutenant-colonel, il faut bien qu'il trouve quelque chose à dire, il dit I don't know who will, but I will find out. Il ne sait pas qui peut donner cet ordre, mais il va trouver. Et on est donc à peu près à midi, 13h. L'attentat aura lieu à 17h et quelques. Il ne reviendra jamais vers les hommes avec 0 update, 0 réponse. Donc il va repartir sans jamais rendre compte à ses hommes, sans jamais donner plus d'informations à ses hommes. À 17h30 précise, eh bien, notre sergent, il y a un de ses collègues qui vient le voir et qui lui dit « Il faut que je récupère un interprète afghan qui nous a aidés. Est-ce que tu peux venir m'aider à faire le tri et à le retrouver dans la foule ?» Donc le sniper quitte son poste en hauteur, vers 13h, 13h10, il perd le visuel sur le terroriste présumé. Il descend et il va aider à identifier le traducteur afghan qui est accompagné. Ils le font passer. Il dit qu'il y a 5 membres de sa famille qui essayent de venir. Il va donc rester pour essayer d'identifier et trouver les 5 membres de la famille de ce traducteur afghan qui collaborait avec les Américains. Et c'est à ce moment-là, vers 17h50, qu'il y a l'explosion. Explosion qui, comme on l'a vu, a tué près de 200 personnes. Notre sergent Tyler, il va perdre une jambe, il va perdre un bras, il va prendre entre 100 et 150 éclats dans son corps. Et c'est vraiment pas des années faciles qui vont suivre. Il va être rapatrié en Allemagne et après rapatrié au Texas. Et à l'heure actuelle, il va mieux. Mais si vous regardez en entier l'intervention, vous verrez que derrière lui, c'est sa mère qui tourne les pages de sa déclaration. Le combat de cet homme, de ce sergent, qu'est-ce que c'est à l'heure actuelle? Eh bien, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des responsabilités qui soient données. Il veut qu'il y ait des lessons qui soient learned. Il veut que les États-Unis prennent certaines personnes et les rendent accountable. On ne peut pas commander, on ne peut pas avoir du followership, on ne peut pas avoir une armée, voire une nation qui fonctionne bien si les gens ne sont jamais tenus responsables. Et c'est un petit peu le combat de ce sergent qui dit d'ailleurs qu'il n'a pas été interviewé ni débriefé par le FBI ni par le NCIS, ce qui lui paraît absolument aberrant. Et ce qui veut dire pour lui que l'enquête n'a jamais vraiment eu lieu et qu'on n'a jamais réussi ou cherché en fait à apprendre de ce qui s'est passé ce jour-là. Et ça, pour lui, c'est sa mission maintenant, au nom de ses camarades morts, eh bien d'essayer de faire grandir son institution, d'amener les gens à identifier les raisons de ces actions et pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Comme je vous le disais en introduction, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet événement tragique, c'est le côté leadership et followership. Le sergent, il faut, pour faire son travail, qu'il ait confiance en sa chaîne de commandement et dans son pays. Ça passe par quoi ?
Le followership, c'est vraiment 4 piliers. Vous avez la vision, vous avez la stabilité, vous avez l'empathie et vous avez la confiance dans vos supérieurs. Et tout ça, ça repose sur de la crédibilité. Si votre chaîne de commandement n'est pas crédible, si elle ne vous partage pas une vision à laquelle vous adhérez, si elle ne vous apporte pas de la stabilité émotionnelle et quand même également financière, et si elle ne fait pas preuve un petit peu d'humanisme, qu'il n'y a pas ce côté un peu empathique, et si derrière il n'y a pas de confiance, vous ne voudrez pas vous battre pour ces personnes-là. Vous aurez du mal à charger avec eux, vous aurez du mal à aller au combat avec eux. Dans une entreprise, vous aurez du mal à vouloir aider votre N+1 à atteindre ses objectifs. C'est la base du followership. De l'autre côté de la pièce, le leadership, eh bien, ça passe par une certaine posture. Ça passe surtout, et c'est là où on voit le combat du sergent, par accepter sa responsabilité. Mais le leadership, ça ne fonctionne bien que lorsque vous avez des leaders qui se projettent dans l'action future, qui anticipent, qui sont devant l'avion. Et c'est vraiment là où j'ai envie d'insister. On voit clairement que cette unité, elle est arrivée là, mais elle n'avait pas une grande expérience de cette zone-là avant d'y être confrontés. Ils arrivaient préparés temps de paix, ils se retrouvent dans une situation temps de crise qui, d'un coup, dégénère un petit peu de temps de guerre. Donc on n'est pas vraiment dans des textes ou une manière de faire temps de guerre, mais on n'est plus vraiment dans du temps de paix, on est dans le flou. Et c'est le flou, souvent, qui va rendre les situations très dangereuses. C'est le flou qui va faire que des bateaux vont pouvoir s'approcher de votre base et vous faire un raid surprise. C'est le flou qui fait qu'une personne qui a beaucoup moins de moyens que les défenseurs va réussir à attaquer. Avec des règles d'engagement floues ou avec des périodes où ce n'est pas vraiment la guerre totale, vous pouvez avoir quelqu'un avec une arme de sniper qui se laisse approcher à une distance d'attaque au couteau. C'est exactement ça. Tout dépend de ces fameuses règles d'engagement. Et la grande difficulté, c'est réussir à passer d'un modèle mental temps de paix à un modèle mental temps de crise ou temps de guerre. Je m'explique. On a vu cette semaine des images dans la ville de Cahors avec des compagnies d'infanterie au milieu de la rue en train de tirer à l'arme blanche, en train de tirer avec des balles à blanc. Alors c'est très gentil, ça a été assez décrié sur la toile parce que c'est sûr que vu la formation et vu l'idée tactique, par rapport à la vraie vie, là vous les mettez, vous les changez d'univers, vous les mettez dans la vraie vie où ils se sont tirés dessus en vrai, l'entraînement qu'ils sont en train de faire n'a pas l'air très réaliste. Et c'est toute la difficulté de s'entraîner de manière réaliste et de se projeter de manière réaliste dans les ordres que l'on va devoir donner au combat. Donc là, typiquement, on reçoit de l'information. On reçoit de l'information sur le fait qu'il y a un terroriste présumé. Ce que vous devez faire en tant que leader, c'est vous poser la question « So what ?» Très bien, notre objectif, c'est essayer d'identifier, mais l'identifier n'est pas une fin en soi. Peut-être que dans un exercice, ça va suffire, mais temps de guerre, on l'identifie, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on voit clairement que l'étape d'après n'avait pas été intellectualisée, alors qu'ils avaient le temps. Ils ne s'étaient pas dit, une fois qu'on détecte le sniper, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui se fait que le colonel, il n'avait pas d'ordre clair à donner, et quand on lui pose la question, il n'a pas réussi à trouver la solution, il n'avait pas anticipé, même en montant dans la tour, il ne s'était pas dit, il faut que je trouve quelque chose à dire, et la pire chose qu'il pouvait dire à son sergent, et on le voit dans son témoignage au sergent, c'est « I don't know ». Quand vous avez quelqu'un qui incarne le leadership, qui incarne la chaîne de commandement, qui est représentant avec une lettre de commandement de la nation, de son président et tout, et qui vous dit « je ne sais pas », well, who knows? Qui sait? C'est une gigantesque faute d'un point de vue leadership. Et je suis persuadé que si le sergent avait eu un ordre clair de ne pas tirer, qui soit assumé de A à Z et pas un « I don't know », il aurait beaucoup mieux vécu les événements, même si l'outcome, même si la fin n'avait pas changé. Et ça, c'est un point important à comprendre. Toutes ces mouvances grises, ces I don't know, ces manques d'intellectualisation ou de projection du leadership détruisent le followership. Là où je veux vous amener, c'est où? C'est dans cette visualisation mentale. Ok, il y a un objectif, identifier le terroriste. Qu'est-ce que l'on fait après? Quelle est l'étape d'après? Et dans l'aviation, ce qu'on essaye de développer, c'est cette capacité en permanence de s'auto-briefer, de se préparer à l'étape d'après, de visualiser ce qu'on fera dans les étapes suivantes, de manière à toujours être devant l'avion, ne jamais subir. Alors, je vais vous donner un exemple très simple de comment ça peut se passer, une expérience qui m'est arrivée, où on m'a dit, avion français, pilote français, tu dois partir et protéger le groupe aéronaval américain. On était dans le Golfe, protéger de qui? Les Iraniens. À ce moment-là, il y avait une crise entre l'Iran et les États-Unis, suite à une prise d'otages dans le Golfe, et de marins américains. Et moi, je me retrouve à devoir me mettre entre la côte iranienne et le porte-avions américain, le tout géré en fréquence avec une frégate anglaise. À partir de là, on me dit, l'état final recherché, l'objectif, ne laisse rien approcher à X, je ne vous donnerai pas la valeur,
X nautiques du porte-avions américain. Très bien. Alors j'aurais pu partir et faire ma mission. Sauf que là, moi, je réfléchis un petit peu, c'est de me projeter mentalement. Ok, il y a quelque chose qui approche. Moi, je voyais un avion de chasse qui va vers le porte-avions américain. Moi, je l'intercepte. On se rapproche. Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc, c'est pas tout de se dire, ok, identifie le terroriste, ok, fais ci, ok, fais ça, customer satisfaction. Mais concrètement, moi, en tant qu'opérationnel, à quoi ça va ressembler? Est-ce que j'ai tous les éléments qu'il me faut pour pouvoir faire mon job correctement? Et là, dans la foulée, je dis à ma chaîne de commandement, bah oui, mais concrètement, si je dois engager ou s'il continue tout droit, qu'est-ce que je fais? Et là, on me dit, et là, je vois que c'est pas clair pour ma chaîne de commandement. Ah, on sait pas. Et je fais, bah oui, mais si je dois engager, moi, il faut que j'engage avec un ordre qui me vient de l'état-major français, mais je suis en contrôle avec les Anglais. Comment est-ce que je peux savoir que l'ordre me vient, puisque les règles d'engagement anglaises ne sont pas les mêmes que les règles d'engagement américaines, ne sont pas les mêmes que les règles d'engagement françaises, blablabla. Et donc au final, ça mouline derrière, et on revient vers moi avec un système que je ne vous partagerai pas, pour que je puisse savoir que c'est validé par les Français. Tout ça pour dire, on a réussi à avoir ça, et moi ça m'a permis de le faire avant de partir dans l'avion, avant de faire ma mission. Je savais quoi faire dans les étapes d'après. D'ailleurs, après, on a intercepté un drone. Le drone a fait demi-tour, tant mieux pour lui, tant mieux pour tout le monde. Mais on savait quoi faire sur l'étape d'après. Et si votre réflexion ne vous permet pas en permanence d'anticiper quoi faire sur l'étape d'après, eh bien, en tant que leader, votre crédibilité va être mise à mal, votre capacité à l'idée va être mise à mal, le followership de vos équipes va être mis à mal. Et dans le cas de l'armée, eh bien, on voit ce que ça donne derrière. Ça donne tout simplement une véritable catastrophe en termes d'alignement. Et je ne vous cacherai pas que l'armée américaine a publié qu'en 2022, ils n'ont pas réussi à atteindre leur quota de recrutement. Ils n'ont réussi à recruter que 75% des effectifs qu'ils comptaient recruter. Et c'est sûr que ce qui s'est passé en 2021 au sol en Afghanistan n'a pas dû aider les gens à vouloir rejoindre l'institution. Et leadership, followership, ça demande un travail constant. Ce qu'on décrit dans Au-delà du cockpit, c'est très important de bien les intellectualiser, de bien comprendre qu'est-ce qui fait que vos équipes ont envie de vous suivre, vous font confiance, vous trouvent crédible. Et la crédibilité, elle est directement impactée par la qualité de vos décisions et la qualité de vos interactions. Et dans le cas de notre lieutenant-colonel, la qualité de sa décision, elle était nulle, puisqu'il n'y en a pas vraiment eu. Et la seule mauvaise décision, c'est pas décidé. Et la qualité de son interaction, elle était nulle également. Et on voit ce que ça donne. Je vous invite à regarder cette vidéo du sergent. Franchement, ça fait de la peine. Allez, fly safe. This was as serious as it could get. I requested engagement authority while my team leader was ready on the M110 semi-automatic sniper system. The response, leadership did not have the engagement authority for us. Do not engage. I requested for the battalion commander, Lieutenant Colonel, to come to the tower to see what we did. While we waited for him, psychological operations individuals came to our tower immediately and confirmed the suspect met the suicide bomber description. He eventually arrived and we showed him our evidence, the photos we had of the two men. We reassured him of the ease of fire on the suicide bomber. Pointedly, we asked him for engagement authority and permission. We asked him if we could shoot. Our battalion commander said, and I quote, "I don't know," end quote. Myself and my team leader asked very harshly, well, who does? Because this is your responsibility, sir. He again replied he did not know, but would find out. We received no update and never got our answer. Our military members and veterans deserve our best because that is what we give to America. The withdrawal was a catastrophe, in my opinion, and there was an inexcusable lack of accountability and negligence. The 11 Marines, 1 sailor, and 1 soldier that were murdered that day have not been answered for. Thank you for giving me this opportunity to speak.